Encore un chapitre incroyable que ce chapitre 15 de Boruto To Blue Vortex. Il y a des révélations, il y a des combats, il y a le retour d'un personnage qui avait totalement disparu des écrans, il y a un personnage qui agit dans l'ombre depuis le début, on se demande ce qu'il fout. Et là, l'étau commence à se resserrer autour de ce personnage puisque Boruto sait des choses. Et bien sûr, comme d'habitude, ce chapitre termine par une espèce de truc scénaristique qu'on voyait éventuellement venir. J'en avais parlé dans certaines théories, mais là, c'est effectif les potos. Ce chapitre se termine encore une fois d'une manière exceptionnelle. Donc vraiment, je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout les potos. Bien sûr, avant de commencer la review avec analyse comme d'habitude de ce chapitre 15, il va y avoir bien sûr le petit générique, mais avant, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu pour donner de la force à la vidéo, à la chaîne, à vous abonner si c'est pas déjà fait les potos. Si vous kiffez Naruto et les animes, sachez que je sors des vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et bien sûr activez la cloche pour recevoir les notifs les potos. C'est parti pour le générique. On commence donc la review de ce chapitre 15 de Boruto To Blue Vortex les amis, encore un chapitre banger, je vous le disais en introduction. La couverture, il y a Ryu sur la couverture, le Shinju de Shinki bien sûr, on l'a appris à la fin du chapitre 14 et vous voyez que cette couverture, on a Ryu bien sûr, mais on a dans le fond de Ryu, on a un espèce de fond un peu sablé, bien sûr pour rappeler la limaille, la technique que utilise Shinki, celle qu'avait le troisième Kazekage, surtout la limaille de fer, la technique de Shinki. On commence ce chapitre les potos avec un flashback, donc la défaite de Suna. La team de Shinki sont enfermés dans des blocs de sable, donc Gaara, bien sûr, les y a mis pour les protéger et Gaara affronte à lui tout seul Matsuri. On voit qu'il est mal en point, Shinki veut vraiment aller aider son père et aller aider se battre, mais la priorité de Gaara, c'est de protéger les enfants. Matsuri nous révèle qu'elle est venue ici pas pour se confronter avec Gaara, avec Shinki ou avec Suna, mais tout simplement parce qu'elle était à la recherche de Boruto et de son allié. Alors, eux ne savent toujours pas qui est l'allié de Boruto. Nous, on le sait bien sûr depuis quelques chapitres maintenant que c'est Kashin-Koji. Et vous pouvez voir que l'endroit où il se trouve, je vous mets des petites images à chaque fois, l'endroit où il se trouve ressemble fortement à la cachette de Kashin-Koji, donc l'ancien repère de Orochimaru dans lequel Kashin-Koji s'est caché. Donc là, ça expliquerait la présence de Matsuri. Et donc, elle serait tombée sur Gaara et sur Shinki et compagnie, et elle les aurait affrontés. Donc Gaara est mal en point, on ne sait pas comment il en est arrivé là, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, on voit juste qu'il est fortement blessé. Matsuri précise que Gaara devrait penser à se guérir parce que sinon il va mourir de ses blessures, tellement sa blessure est grave, mais on ne sait pas comment Gaara a été blessé. Le flashback ne remonte pas jusqu'à là, on sait juste que Matsuri, elle n'est pas toute seule, elle est entourée de plusieurs monstres de Biju, vous savez, de Jubi, que Code a créé, donc il y a eu certainement un surnombre de plus. Gaara combattait tout en voulant protéger les enfants d'après ce que j'ai compris. Donc ça ne m'étonne pas qu'il n'était pas au top de ses capacités et que certainement il a subi l'attaque. Maintenant, peut-être que Gaara, rien qu'en étant tout seul, il aurait peut-être fait mieux ou il aurait peut-être pas fait mieux, on ne sait pas. Les Shinju semblent vraiment puissants et Gaara ne semble vraiment plus être au niveau depuis quelques temps quand même. Gaara projette ensuite les enfants loin du conflit pour les protéger et se retrouve vite encerclé par l'armée des mini-Jubi. Et à ce moment-là, Shinki arrive à sortir de ce bouclier qu'a créé Gaara autour de lui pour le protéger. Et il va lui, à son tour, aussi protéger Gaara avec sa limaille. Donc il arrive complètement à sortir du bouclier et il enferme Gaara dans une espèce de bouclier de limaille beaucoup plus solide bien sûr que le bouclier de sable qu'a créé Gaara. Et en gros, Shinki se sacrifie. En faisant ça, il se met totalement vulnérable par rapport au monstre Biju, puisqu'il maintient le bouclier sur Gaara pour protéger son père, du coup, le Kazekage. Et à ce moment-là, il y a un monstre Biju qui l'attaque et qui l'emprisonne dans l'arbre. Donc, on apprend comment Shinki s'est fait faire prisonnier de l'arbre et du coup a créé Ryu, son alter ego Shinju. Et là où il y a un truc qui se passe et qui n'était pas prévu, c'est que le bouclier créé par Shinki, avant de se faire emprisonner, reste actif malgré qu'il soit ensuite emprisonné dans l'arbre. Le bouclier reste actif tant que la personne qui l'a créé, donc Shinki, est vivante. Et Shinki, qui est à l'intérieur de l'arbre, vous le savez maintenant désormais, n'est pas mort. Il est juste en train de se faire pomper son chakra, mais il n'est pas mort. Le bouclier est donc actif. On voit Matsuri qui vient examiner le bouclier et qui constate que la solidité du bouclier est trop puissante pour qu'elle puisse y faire quelque chose et pour qu'elle puisse attaquer Gaara. Et elle le précise de toute façon, Gaara, Shinki et l'équipe de Shinki, de toute façon, n'étaient pas son objectif. Elle constate néanmoins que Shinki a fait preuve d'un grand courage et elle se demande mot pour mot
ça serait intéressant que tu nous rejoignes. Donc là, on a une petite précision au travers de la phrase de Matsuri, c'est que du coup, Matsuri avoue à demi-mot que certes Shinki vient de se faire enfermer dans un arbre Biju, mais qu'il n'est pas pour autant sûr et certain que ça crée un Shinju. Parce qu'on l'a déjà vu à Konoha, il y a certains ninjas de Konoha qui se sont fait enfermer dans l'arbre Biju, notamment dans le chapitre 1 ou 2. Le fameux ninja qui avait sauvé Sarada, justement, s'est lui-même fait enfermer dans un arbre et ça n'a pas créé de Shinju pour autant. Donc là, Matsuri avoue à demi-mot que c'est pas parce que quelqu'un vient de se faire enfermer dans un arbre que ça va forcément créer un Shinju. Bon, nous on sait que ça va créer le Shinju de Ryu, mais Matsuri à ce moment-là ne peut pas en être sûre et certaine. Donc là, on a Gaara qui est enfermé dans le bouclier qu'a créé Shinki, sauf que Gaara ne peut pas sortir du bouclier puisque Shinki qui l'a créé est désormais inconscient. Tant qu'il est inconscient et tant qu'il est vivant, le bouclier est formé. Donc Gaara est en quelque sorte prisonnier, les poteaux. Est-ce que Shinki savait que Gaara serait prisonnier? On ne peut pas en être sûr. Peut-être qu'il a voulu protéger son père en le mettant dans un bouclier et qu'il savait pas que en étant prisonnier dans l'arbre, le bouclier resterait actif. Maintenant, il y a une petite case de ce chapitre qui me fait penser que Shinki savait peut-être, mais qu'il a décidé quand même d'enfermer son père pour éviter de toute façon qu'il meure. C'était soit le faire prisonnier, soit le laisser se faire tuer par Matsuri. Et la phrase, la case qui me fait penser que Shinki était au courant, c'est que avant de se laisser dévorer par l'arbre, il dit à ses deux amis d'aller prévenir Kankuro de la situation. Si il pensait que Gaara aurait pu se libérer ensuite, il n'y aurait pas eu forcément besoin d'aller prévenir Kankuro. Là, le fait qu'il demande d'aller avertir Kankuro en urgence me laisse penser qu'il savait que Gaara, dans tous les cas, allait rester enfermé dans le bouclier. Le petit flashback du coup du combat de Gaara et Shinki contre Matsuri se termine et on retrouve de nouveau Kankuro qui est de nouveau en discussion avec Shikamaru. Donc c'est lui qui a raconté en gros comment se sont passées les choses. Donc on est après que les deux amis de Shinki lui aient rapporté les faits de la situation, du combat et de la défaite de Gaara. Assiste à cette discussion Sarada et Sumire. Donc Shikamaru parle en pleine confiance, pleinement, devant Sarada et Sumire. C'est une chose importante, je vais y revenir dans quelques instants, vous verrez. Mais du coup, Shikamaru, qui sait quels sont les enjeux par rapport au Shinju, demande à Kankuro s'il a senti la présence d'un alter ego de Shinki depuis qu'il a été fait prisonnier de l'arbre et Kankuro lui répond non. Donc c'est une bonne chose. Shikamaru pense que du coup, il n'y a pas forcément de Shinju qui ait été créé pour le moment. Nous, on sait que si, mais Shikamaru forcément ne peut pas le savoir pour le moment. Et là où je vous disais que c'était intéressant que Shikamaru parle assez facilement devant Sarada et Sumire, ça montre la confiance qu'il a entre ces deux filles par rapport à la situation délicate où se trouve Konoha vis-à-vis de Boruto. Il souhaite que Sarada dise à Boruto qu'il veut lui parler parce que Boruto connaît des choses et Shikamaru a besoin de réponses. Il sait que c'est Boruto uniquement qui pourra lui fournir, donc il demande à Sarada de dire à Boruto de venir voir Shikamaru pour qu'il puisse parler et ainsi avoir quelques explications. La chose importante là-dedans, ce n'est pas tant le message, c'est surtout le fait qu'il demande ça à Sarada. C'est comme si il sait, enfin c'est pas comme si, c'est quasiment sûr qu'il sait que Sarada et Sumire sont du côté de Boruto. Le fait de dire à Sarada, quand tu vois Boruto, dis-lui de venir me parler, c'est admettre que lui également est du côté de Boruto. C'est la première fois que Shikamaru se confie là-dessus. D'habitude, il a tout le temps été secret. Il n'a jamais révélé le fait qu'il connaissait la vérité au sujet de Boruto. Et le fait qu'il dit ça à Sarada, c'est un semi-aveu quelque part, donc c'est vachement intéressant. Et là, avant que la scène ne se termine sur Shikamaru, Sarada et Sumire, on voit qu'il y avait un petit crapaud, une nouvelle fois, qui espionnait les dires de Shikamaru, de Kankuro, Sarada et Sumire. Est-ce que ce petit crapaud servait Boruto ou servait Kashinkoji ou servait les deux? On ne sait pas, ça n'a pas été plus loin sur ce petit crapaud pour le moment. La scène de Shikamaru et Kankuro étant terminée, on retrouve de nouveau les Shinju et Ryu, du coup l'alter ego de Shinki qui vient d'arriver dans la dimension des Shinju. On voit qu'il apprécie fortement son nom, il est très content de son nom et il dit à Jura, si tu as trouvé ce nom qui me plaît tant, c'est qu'a priori tu me connais bien. Donc oui, nous on sait que forcément il peut le connaître bien puisque Jura est en quelque sorte la créature maître de tous les Shinju et que tous les Shinju sont reliés les uns avec les autres. Et là, il y a une nouvelle dinguerie qui se passe dans ce chapitre. Ryu semble doté d'un pouvoir de perception plus fort que les autres puisque à peine est-il arrivé qu'il détecte qu'il y a un problème dans la dimension où il se trouve, la dimension des Shinju. Il demande à Matsuri de faire silence, il se concentre et la limaille de fer émane de son corps et va plonger dans le cube noir, vous savez, les espèces de cubes qui se trouvent dans la dimension des Shinju, les mêmes qu'il y avait dans la dimension de Ishiki. Sa limaille de fer va plonger dans le cube
Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un espèce d'œil dans le cube. La limaille plonge et sort un personnage de ce cube et c'est Code, les potos. C'est le retour de Code. Code qui était là, comme un fourbe, planqué dans le cube, en train d'espionner les dires des Shinju pour recueillir le maximum d'informations. Donc on peut se demander comment il peut être dans le cube, mais je pense tout simplement que la matière du cube est la même que celle avec lesquelles il fait ses marques, la même également qu'il y a sur les vêtements des Shinju. Donc forcément, il a pu se mettre à l'intérieur, sauf que Ryu l'a grillé direct, à peine arrivé. Donc là, moi j'ai trouvé ça assez drôle, j'ai trouvé ça assez mesquin de me dire, mais Code, ça fait 12 chapitres, 12 ou 11, je sais plus, chapitres qu'il a disparu totalement de tout le vortex. Et le gars, le fourbe, ça se trouve, ça fait 11 chapitres. Il est planqué dans le cube et il écoute tout ce qui se dit. J'ai trouvé ça assez drôle et à la fois, j'ai trouvé ça assez rabaissant pour lui, dans le sens où on se dit, mais Code, il est vraiment pas au niveau du coup. Quand on voit la raclée que lui a mis Boruto et que Boruto a eu quand même un peu du mal contre les Shinju, on se dit vraiment que Code n'est vraiment pas au niveau. Malgré ça, les potos, il essaye de garder la tête froide et commence à donner des ordres à Jura et aux autres. Jura, qui semble ne pas trop aimer Code, garde quand même une forme de respect envers lui puisqu'il est conscient que sans lui et les autres Shinju n'auraient pas été créés. C'est parce que Code a apposé sa marque sur Jubi, a démultiplié Jubi en plusieurs créatures que eux ont pu ainsi être créés, prendre vie et avoir conscience et avoir la liberté qu'ils ont aujourd'hui. Maintenant, Code est assez drôle, il est quand même assez culotté d'arriver là, comme un cheveu sur la soupe, et de commencer à vouloir donner des ordres à Jura. Il dit à Jura, en gros, vous devez vous occuper des Otsutsuki, qu'est-ce que vous faites? C'est votre boulot, allez vous en occuper, récoltez le fruit du chakra, et une fois que vous avez le fruit du chakra, vous me le donnez les potos. C'est à moi qu'il revient, c'est à moi de dévorer ce fruit du chakra et de continuer à perpétuer le désir de Ishiki. Sauf que bien sûr, Jura, comme je l'ai dit, ne l'entend pas comme ça. Il dit clairement à Code, il donne même une explication sur ce qu'est le fruit du chakra. Il lui dit que il contient toutes les données de tous les êtres vivants. Il lui dit qu'il n'est pas contre lui donner le fruit du chakra, mais qu'en gros, toi, puisque tu connais Boruto et que tu ne sembles pas l'apprécier non plus, va le tuer, va débusquer Boruto, tue-le, débusque également son allié qui peut nous poser problème, tue-le également, et à ce moment-là, on verra ce qu'on peut faire pour le fruit du chakra. Code, qui n'apprécie pas forcément qu'on lui parle comme ça, puisque pour lui, il pense avoir créé ces êtres-là, donc il se pense supérieur, sauf que clairement, au niveau de la puissance, il leur est nettement inférieur, et il attaque Jura. Il crée une marque sur le sol, il y plonge sa main, et la main qui vient d'y plonger ressort sur le corps de Jura, parce que comme je vous l'ai dit il y a 5 minutes, les vêtements des Shinju, donc ceux de Jura également, sont faits de la même matière que la marque de Code. La main sort et pourtant on ne semble pas avoir un Jura affolé par l'attaque surprise de Code. Et d'une manière très évasive, très calme, Jura effectue une mini-bombe Biju et il explose la main de Code. Et Code perd donc sa main droite. Ça s'est passé, comme je vous ai dit, en quelques secondes. Il a voulu faire le malin. Il se retrouve avec un membre en moins, le Code. Et là, Jura garde toujours son calme. Il lui dit qu'en gros, il est très reconnaissant, que c'est grâce à lui qu'il est là, mais qu'en gros, il constate que Code n'a pas tout le plaisir qu'il a à vivre, n'a pas toute l'excitation, et que donc, oui, il lui donnera le fruit du chakra s'il le veut. Peut-être que ça le comblera. Peut-être que ça comblera ce manque qu'il semble constater en lui. Néanmoins, il vient de lui montrer sa supériorité et il lui ordonne de nouveau d'aller tuer Boruto et son allié. Code, qui vient de capter clairement qu'il n'est pas du tout au niveau, referme sa plaie grâce à ses marques et disparaît en disant « Oui, je vais aller les tuer. » Ok, on sent qu'il a un peu le seum, clairement. En gros, il dit « J'ai pas besoin que tu me le dises pour aller le faire. » Ça ressemble un peu à quelqu'un qui a le seum, qui vient de se faire démonter alors qu'il essayait de jouer le malin. Et il dit « J'ai pas besoin que tu me dises de le faire pour aller le faire. Oui, je vais le faire, mais en gros, je vais le faire, mais pas parce que tu me le dis, je vais le faire parce que c'est moi qui décide. » Bon, là, on sent que Code, il a vraiment le seum quand même pour en arriver là quand même. Au moment où Code s'en va, on a un petit plan, une nouvelle fois, sur Hidari. Je n'ai pas parlé du premier, mais c'est le deuxième plan qu'on a dans ce chapitre 15, où Hidari ne dit pas un mot du chapitre, mais on a 2 plans sur lui. Là, on en a un autre avec de nouveau quelques petits points. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je trouve ça assez bizarre, ces petits plans sur Hidari, encore s'il y avait des plans fixes. Ok, mais là, on a des plans avec des bulles et des petits points dedans. Ce qui sous-entend qu'il y a quelque chose qui se passe en dessous. On en a 2 dans le chapitre. Je me dis que ces plans ne sont pas anodins. À voir par la suite, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame avec Hidari.
est-ce que ça laisse penser que Sasuke, je l'avais dit dans une théorie, a quand même un œil au travers de Hidari sur les événements qui se passent actuellement? C'est possible. Je pense qu'on en saura un peu plus dans les chapitres futurs, forcément. Soit ça sera oui, soit ça sera non, clairement, on va pas se mentir. Mais ces plans me semblent vraiment bizarres. Voilà, ça c'est ma propre analyse de ces petits plans où on voit Hidari avec les petits points. Je trouve ça très étrange, ces cases-là. Au départ de Code, Ryu, qui a priori n'apprécie pas Code, le premier contact ne s'est pas très bien passé, clairement, demande à Jura, est-ce que je pourrais le tuer la prochaine fois qu'on le voit? Jura lui répond, écoute, nous sommes libres, en gros, si tu veux le tuer, tue-le. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. En gros, ils ont acquis une liberté, ce n'est pas pour se mettre des bâtons dans les roues entre eux. Et le fait que Ryu demande l'autorisation à Jura nous montre clairement que la hiérarchie entre les Shinju est faite d'instinct, puisque Ryu vient d'arriver, il rencontre ses confrères, le fait qu'il demande l'autorisation à Jura, le fait qu'il ait capté que ce soit Jura qui lui ait donné son nom, montre qu'il y a une sorte de hiérarchie entre les Shinju et qu'elle est instinctive. Jura est le chef, tout le monde le sait, il n'y a même pas besoin d'en parler, ils le savent dès qu'ils arrivent, en fait, dès leur naissance. On arrive désormais au point important, la cible de Ryu, puisque après, à la suite de cette discussion, à la suite de cette demande d'autorisation de Ryu sur Jura, Jura lui répond, il y a une chose quand même importante, tu dois le ressentir au fond de toi, qui est ta cible prioritaire? J'en avais parlé dans une vidéo, j'avais dit que je sentais pas trop bien ce qui allait se passer autour de Gaara, et évidemment, la cible prioritaire de Ryu, c'est Gaara. Et là, vous allez me dire, oui, mais Gaara est enfermé dans le bouclier que Shinki a créé. Shinki est désormais inconscient, et bien sûr, Gaara ne pourra pas sortir du bouclier, sauf qu'on l'a vu il y a 30 secondes, Ryu maîtrise également la limaille de fer, donc bien sûr que s'il se rend à Suna, bien sûr que si il fait face au bouclier dans lequel se trouve Gaara, bien sûr qu'il arrivera à trouver un moyen de défaire le bouclier de Shinki et ainsi tuer sa cible, tuer Gaara. D'autant plus que je le disais également au début de la vidéo, de toute façon, Gaara ne pourra pas rester indéfiniment prisonnier du bouclier de Shinki. Il va mourir de faim, il va mourir de soif, le temps passe, ce n'est pas comme dans la dimension de Kawaki où Naruto et Hinata sont enfermés, où le temps est arrêté et où Naruto et Hinata n'ont pas besoin de manger. Donc forcément, scénaristiquement, Kishimoto et Ikemoto vont devoir faire sortir Gaara de ce bouclier par un moyen. Et le moyen qui existe et qui sera certainement celui qui fera sortir Gaara, c'est Ryu. Bien sûr, ça ne sera pas avec des bonnes intentions. On espère tous que Ryu arrivera à faire sortir Gaara, mais qu'il échouera à le tuer, de par une intervention peut-être de Kankuro, de Shikamaru, de Boruto ou d'autres alliés. C'en est fini avec les Shinju, on retrouve maintenant Boruto, les potos. Boruto qui se trouve sur la tête de la statue de son père qui a été creusée dans la montagne, là où il y a les 7 visages des 7 Hokage. C'est un lieu où Kawaki et Boruto semblent pouvoir se retrouver presque d'instinct à chaque fois, puisque c'est là qu'ils se retrouvent au début tout au début de Boruto, avant l'affrontement qui semble être l'affrontement final. C'est là où ils se retrouvent à la fin de l'épisode 293, si je dis pas de bêtises, juste avant que l'anime soit arrêté. Et ils vont de nouveau avoir une discussion puisque Kawaki, on l'a vu dans le Leaks, rejoint Boruto. Boruto ne semble pas forcément surpris, il est assis dans une posture assez détendue, comme s'il attendait Kawaki ou comme s'il savait que Kawaki allait venir. Il demande à Kawaki s'il est seul et Kawaki répond que oui, il est seul, mais qu'il y a sûrement Eida qui doit être en train de regarder. Et là, Boruto le nargue, sûr de sa puissance. Boruto, on le sait que Boruto est beaucoup plus fort que Kawaki. Il lui dit alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne m'attaques pas cette fois-ci? Et bien sûr, Kawaki n'est pas venu pour l'attaquer, de toute façon il sait qu'il ne fait pas le poids. Et la première chose sur laquelle Kawaki s'interroge, c'est pourquoi Boruto n'a pas dit la vérité lors de son interrogatoire? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas révélé la vérité au sujet de Kawaki, au sujet de l'omnipotence? Et Boruto répond avec une très grande classe, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin de dire la vérité. Dire la vérité apporterait plus de mauvaises choses que de bonnes choses. Il y a des gens qui le croiraient, il y a des gens qui ne le croiraient pas. Il y aurait une sorte d'opposition entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, créant ainsi des conflits dans Konoha. Et pour Boruto, la chose principale, la chose primordiale, c'est la sécurité à Konoha et que son village natal aille bien. C'est pour ça qu'il n'a pas dit la vérité. De plus, vous et moi on le sait, ce n'est pas le combat de Boruto. Boruto n'est pas là pour dire la vérité, il se bat pas pour lui. Franchement, il n'est pas là pour retrouver sa place au sein du village. Et il le dit en plus, de toute façon aujourd'hui j'ai acquis une très grande puissance grâce à mon maître, c'est la chose la plus importante, il n'a pas besoin de plus. Une fois qu'il a eu ses réponses, Kawaki
va forcément aller sur le sujet, celui qui lui tient le plus à cœur. Il demande tout de suite à Boruto, qu'en est-il de Momoshiki? Et là, on a une petite révélation au niveau de la timeline, les potos. Boruto nous explique qu'il n'a pas vu Momoshiki depuis le moment où Sasuke a été fait prisonnier de l'arbre de code. Et il dit que ça remonte à 2 ans. On sait désormais que Boruto s'est entraîné avec Sasuke pendant 1 an et que depuis 1 an, il y a eu un moment entre le fait que Sasuke soit prisonnier et le moment où il rejoint Kashinkoji. Il y a que ce moment-là où on ne sait pas combien de temps il s'est passé, mais on peut penser que c'est une question de jours, voire de semaines. Et du coup, Boruto a passé quasiment 2 ans avec Kashinkoji. Donc 1 an pour parfaire, entre parenthèses, ses bases avec son maître, et ensuite 2 ans pour apprendre le plus de techniques possibles, comme le Uzuiko Rasengan ou comme la technique Erashin de son grand-père Minato. Il nous explique alors que pendant le combat contre Code, il a failli perdre de nouveau le contrôle au profit de Momoshiki, et que la perte de ce contrôle, il s'est senti mourir quand Momoshiki allait prendre le contrôle de lui, et que ce contrôle se fait uniquement quand il active son Kama. C'est pour ça que depuis 2 ans, il n'a pas activé son Kama, et c'est pour ça que depuis ce moment-là, il n'a eu aucune nouvelle de Momoshiki. Donc en gros, tant que Boruto n'active pas son Kama, Momoshiki ne peut pas apparaître. Maintenant, la chose la plus importante là-dedans, c'est que, vous l'avez vu dans le chapitre 8 ou 9, je sais plus, à un moment quand Kawaki active son Kama, on voit que le Kama de Boruto s'active également. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est la résonance. Il y a une résonance entre le Kama de Kawaki et le Kama de Boruto. Quand l'un active son Kama, le Kama de l'autre s'active également s'il ne le maîtrise pas. C'est le cas de Boruto. Et quand Boruto active son Kama, Momoshiki apparaît. Par contre, il nous a dit clairement que lorsque Momoshiki apparaît, il se sent mourir. Donc en gros, si Momoshiki apparaît, prend possession du corps de Boruto, il est quasiment sûr et certain que tant qu'il ne maîtrise pas son Kama, Boruto peut y rester. Pas mourir corporellement, mais disparaître, laisser totalement place à l'esprit de Momoshiki dans le corps de Boruto. On en vient au Leaks où Boruto dit à Kawaki qu'il devrait devenir plus fort, qu'il devrait s'entraîner, qu'il est l'élève de son père Naruto, et que ça aurait été bien de progresser pour pouvoir un jour le libérer. On sent qu'il invite un petit peu Kawaki à libérer son père, même s'il sait que ça va pas se faire comme ça, que ça va pas se faire si facilement. Mais surtout, là où Boruto nous emmène, il explique que Kawaki devrait être beaucoup plus fort, mais qu'il n'a pas le temps de suivre un entraînement basique pour devenir plus fort, puisque la menace, vous le savez, elle est imminente. Et il lui explique, il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tu es moins fort que tu ne devrais l'être. Et là, Kawaki, on le sent interrogateur. C'est une des plus grosses révélations du chapitre. Boruto nous confirme une chose, c'est Amado Kawaki qui est en train de limiter ta puissance. Vous le savez qu'Amado a implanté un Kama superficiel à Kawaki, lui donnant alors une très grande force, sauf qu'il a bridé ce Kama artificiel pour pouvoir réaliser ses objectifs. Donc là, il y a plusieurs choses importantes. On sait que c'est Amado qui a donné le Kama artificiel à Kawaki. On apprend par Boruto que le Kama est bridé et qu'il faut qu'il demande à Amado de débloquer, d'enlever cette barrière pour qu'il puisse devenir plus fort. Donc, 2 choses. Pourquoi Amado a mis la barrière? Boruto le dit, c'est pour servir ses objectifs. Mais les objectifs de Amado, si on les connaît, c'est de ramener sa fille à la vie. En quoi mettre une barrière à la puissance de Kawaki pourrait servir ses intérêts? Il est forcément question d'autre chose, les potos. Et la deuxième chose dont je vous parlais, du pourquoi de Amado a limité le pouvoir de Kawaki, c'est Boruto qui nous y répond en partie. Il dit donc que Amado a limité la puissance de Kawaki, mais il a aussi limité sa défense et son pouvoir de régénération. Et il dit parce que ça serait un problème si je venais à mourir. Donc en gros, Amado ne veut pas que Boruto meure, c'est pour ça qu'il a limité la puissance de Kawaki. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que Boruto meure? Il y a vraiment des questions qui se posent autour de ce personnage de Amado. Ça me hype de fou, j'ai plein de choses qui me passent dans la tête, plein d'idées, mais il y a tellement de possibilités que c'est clairement difficile de dire quelles sont les réelles intentions de Amado. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'elles sont pas claires et que l'excuse de « je vais ramener ma fille à la vie », eh ben, c'est tout simplement une excuse, comme je viens de le dire. Et là, on voit que ce fourbe de Amado est en train d'espionner la discussion de Kawaki et de Boruto. On peut se demander comment il est en train d'espionner, par quels moyens il assiste à cette discussion, et on voit qu'il regarde ça à travers un écran, encore une fois. J'ai pas pris le temps d'aller explorer un peu tout ce qui se passait dans les chapitres précédents, à chaque fois qu'on voit Amado regarder son écran et essayer d'espionner un peu ce qui se passe. Mais là, la vision qu'on voit de Boruto, celle que voit Amado à travers son écran, j'ai l'impression qu'il voit Boruto directement à travers l'œil de Kawaki. Est-ce qu'il n'aurait pas implanté une espèce de caméra soit dans l'œil de Kawaki ou peut-être tout simplement sur un de ses vêtements? Mais honnêtement, le plan qu'on voit de Boruto
ressent clairement au plan que voit Kawaki. C'est pour ça que ça me fait penser qu'il a peut-être installé quelque chose dans l'œil de Kawaki grâce au Kama ou quelque chose comme ça. Et Amado se demande bien sûr comment ça se fait que Boruto connaisse autant de choses. Il se rappelle alors que Kawaki avait trouvé un espèce de crapaud dans la capuche de Boruto, et forcément il fait le lien avec Kashin Koji. Il commence à comprendre que Kashin Koji pourrait être vivant, bien que ça lui semble peu probable. Il se demande même pourquoi Kashin Koji serait resté caché tout ce temps-là, mais on sent que, voilà, Amado commence à comprendre ce qui se passe autour de Kashin Koji. Quelles peuvent être les conséquences pour Kashin Koji? Je ne sais pas. Est-ce que Amado serait vraiment embêté du fait que Kashin Koji soit vivant? Certainement du fait que Kashin Koji doit être au courant de beaucoup de choses. Par contre, Amado ne peut pas être au courant que Kashin Koji a développé le Shinjutsu du Jippo. Donc les seules connaissances qu'il peut suspecter chez Kashin Koji, c'est les connaissances qu'il a eues du fait d'avoir vécu à Kara, auprès de Amado, pour espionner Jigen. Nous arrivons à la fin de ce chapitre, mais je vous ai dit que ça se terminait bien sûr, comme toujours, sur un petit poulet, les potos. J'en ai parlé dans ma vidéo Leaks, si vous l'avez vu. Le fait que Kawaki et Boruto discutent comme ça, paisiblement, ça allait forcément amener quelque chose. Et là, Kawaki amène la chose. Il dit à Boruto, mon objectif est toujours le même, Boruto. Il faut tuer tous les Otsutsuki. Ça implique bien sûr de te tuer toi, mais ça implique également de me tuer moi. Donc là, on a la confirmation de ce que j'avais dit une fois. Kawaki, s'il venait à effectuer son plan à la perfection, tuer tous les Otsutsuki, y compris Boruto, je suis sûr qu'il se sacrifierait ensuite. C'est quasiment sûr à 100%. Il le confirme là en disant, il faut tuer tous les Otsutsuki, toi également Boruto, moi également. Mais il dit, on doit faire face à une menace aujourd'hui un peu plus importante, et pour combattre cette menace, je vais m'associer à toi. Donc là, les potos, on a un truc de dingue qui se passe. On a enfin Kawaki qui fait quelque chose d'intelligent depuis le début de Boruto To Blue Vortex, depuis même la fin de Boruto. Il décide de s'associer à Boruto pour vaincre les Shinju. Non seulement c'est intelligent, mais en plus ça nous amène à une situation grotesque. Imaginez, Kawaki va voir Amado, débride ses pouvoirs, devient ultra puissant, et il s'associe à Boruto pour combattre les Shinju. Il est à peu près sûr et certain, même s'il va y avoir des couacs, que c'est comme ça que ça va se passer, puisqu'on sait que Kawaki va forcément avoir un power-up à un moment, on l'a vu dans les premières minutes de Boruto, lorsqu'il affronte Boruto, il est puissant. Donc il aura ce power-up. Comme j'ai dit, il va forcément se passer des choses, ça va pas se passer non plus comme sur des roulettes, il va forcément y avoir des trucs. Mais du coup là, on assiste à l'alliance de Kawaki et de Boruto, et ça, je trouve ça grotesque, les potos, tout simplement. Et Boruto finit ce chapitre avec une phrase tout autant grotesque. Il accepte l'alliance avec Kawaki, mais tout en restant le Boruto classe et celui qui sait être pour l'instant être le plus puissant des deux, puisqu'il dit à Kawaki, ok, en gros, mais tâche de ne pas me gêner, mon frère. Est-ce que c'est pas énormissime? Le chapitre se termine ainsi. Il y a plein de choses à dire encore, plein de théories qui me sont venues à l'esprit lorsque j'ai lu ça. Bien sûr, il y aura plein de vidéos. Vous allez voir, il va y avoir beaucoup plus de vidéos ce mois-ci au format horizontal. C'est une nouvelle chose que je veux donner à ma chaîne YouTube. Il y aura pas mal de vidéos horizontales avec des théories. Comme je vous l'ai dit, ce chapitre est grotesque. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, comme d'habitude. Je lis tous les commentaires et je réponds à un max de vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les potos. Moi, je vous dis à très bientôt. Tchou!